surtout, ne croyez pas que je suis fan de tout ce qui est gore et tout ce qui est horrifique. Non, loin de là, je suis une chochotte. Mais quand même, je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup apprécié. Hello, alors dans cette vidéo j'avais envie de vous parler de lecture quand même que j'ai beaucoup apprécié en 2022. C'est vrai que quand vous voyez un peu mon Instagram, parfois je passe mon temps à rager sur des livres que j'aime pas. Parce que voilà, j'en ai beaucoup lu que j'ai pas aimé en 2022. Soit c'est un fait, mais il y a quand même eu de bonnes lectures en 2022, jusqu'à présent quand même. On est en août, il y a eu de bonnes lectures, soyons honnêtes. J'ai eu quelques lectures, j'aimerais vous parler plus spécifiquement de 5 d'entre eux que j'ai beaucoup appréciés et que je trouve intéressant de vous partager parce que je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. C'est plutôt bien écrit, c'est plutôt bien fait et l'histoire vous happe de manière très intense en général. Donc c'est parti pour les 5 livres quand même que j'ai bien appréciés en 2022 et qui sont vraiment pas mal du tout, voire excellents. Let's go. Pour commencer, je vais vous parler de Golden Sun. Golden Sun, en fait, c'est le tome 2 d'une saga qui s'appelle Red Rising, où on va suivre en fait un jeune héros qui s'appelle Darrow, qui habite dans un monde où des classes existent, c'est-à-dire qu'il y a un système de classe qui est mis en place. On est dans une dystopie, hein. Donc on a un système de classe, c'est-à-dire que tu appartiens à une classe et que tu ne peux prétendre qu'au truc que peut faire, en fait, tu ne peux prétendre qu'aux tâches que peut accomplir cette classe-là, ainsi de suite. Donc on a Darrow, notre héros national en griffe, qui est de la classe la plus basse, c'est-à-dire qu'il est de la classe des rouges. Ce sont eux qui creusent dans les tunnels, enfin voilà, ce sont les hommes de main un peu, voilà, qui va se retrouver en fait porteur d'une mission sans le vouloir. En fait il ne voulait absolument pas, le gars s'est retrouvé catapulté en fait dans une situation où il fallait qu'il reprenne le flambeau et qu'il porte le rêve d'une personne qui était chère à lui. Alors être espion à la solde des rouges qui veulent changer le système et va essayer d'infiltrer la classe des ors, c'est-à-dire la classe la plus haute de la société, histoire de faire imploser le truc à l'intérieur. Donc dans le tome 1 j'avais bien aimé, mais c'est juste que je trouvais que la manière dont le récit était raconté n'allait pas avec moi en fait. On était au jeu qui était vraiment très introspectif, on va dire. On était vraiment dans la pensée de Darrow, mais il y avait aussi cette manière qu'il avait de projeter les actions qu'il faisait et les résultats, la manière dont il annonçait ça qui me dérangeait. Parce que je n'arrivais pas à savoir exactement si la manière dont il annonçait le truc, c'était que ça se passait comme ça ou que ça allait se passer comme ça. Il y avait une confusion que j'avais parfois en fait dans les projections qu'il faisait de ses plans de bataille, de ce que ça donnerait et de ce que ça donnait dans le vrai truc. Donc j'avais eu du mal avec le tome 1 sur ça. Par contre le tome 2, on est toujours un peu dans cette dynamique là, on est toujours sur du jeu effectivement. Mais ce qui est intéressant dans le tome 2, c'est que on a des personnages qui sont beaucoup plus développés. C'est-à-dire que le tome 1, c'est un tome d'introduction, comme on aime à le dire, mais ça reste un tome qui est très intéressant. C'est rare d'avoir un tome 1 d'introduction qui soit aussi bien fait. Et en fait dans le tome 2, en fait, on va développer tous les caractères qu'on avait déjà vu dans le tome 1 qui étaient plutôt intéressants. Et là en fait on leur donne une histoire, on leur donne des buts spécifiques. Et on a un Darrow qui a mûri aussi dans sa réflexion. C'est-à-dire que certes, il ne voulait pas de cette mission-là au départ, mais là il s'y fait. Il est l'espion par excellence, voilà, il nage bien dans le monde des ors puisque dans le tome 1 en fait il intégrait réellement le monde, enfin est-ce que c'est un spoil? Faites comme si vous n'avez pas entendu ça. Bref, on a Darrow qui est sûr de lui, qui est sûr de son talent et puis qui a un peu la grosse tête à un moment donné qui va se faire piéger. Donc le tome 2 c'est pour lui le tome où il est censé se racheter, il est censé regagner sa dignité qu'il a perdue. Et puis tout ça va se passer bien entendu dans un contexte de guerre intergalactique, guerre, manipulation politique et puis guerre civile. Bref, en fait, il se passe énormément de choses dans ce tome 2 et honnêtement l'action ne s'arrête absolument pas. On a des personnages super intéressants, on a de nouveaux personnages qui viennent se rajouter en fait au catalogue de persos qu'on avait déjà. On a beaucoup de pertes aussi, c'est-à-dire que notre auteur là, il est prêt à sacrifier tout le monde, il s'en fout limite. Et puis en fait on a des nouveaux karatés qui sont badass. Il y en a une, je suis tombée amoureuse d'elle dans le tome 2. J'espère qu'elle va suivre très longtemps parce que sincèrement elle est dans un livre où le mec, l'auteur il est en mode
Tu suivis pas, on s'en fout, l'histoire avance. Bref, c'était une très bonne surprise et honnêtement, j'ai hâte de pouvoir lire le tome 3 et le tome 4, le tome 5 et voilà, bref. Je suis censée lire ça cet été, donc ça va sans doute venir dans les mois à venir, ma revue sur le reste de la saga. Bref, c'était une reco si vous aimez un peu, si vous aimez les livres un peu de science-fiction, dystopie, vous savez le monde où on est dans un futur, où on est dans un système de classe où en fait tu as des personnes qui sont, t'as des classes sociales qui sont brimées, qui sont mises en mode esclavage et t'as un leader qui veut se rébeller contre ce système-là. Si vous aimez ce genre de livre-là et que vous aimez les actions, honnêtement, la saga Red Rising, elle est vraiment pas mal. Après, je sais que en fait, il y a deux trucs, il y a deux écoles en fait pour cette saga-là. Il y en a qui aiment de ouf, il y en a qui détestent de ouf aussi. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous allez vous retrouver sur ce scope-là. Personnellement, j'ai aimé un peu au début et là, le tome 2, j'ai kiffé de ouf. Le tome 3, je sais pas encore ce que ça va être, mais bon, voilà, je vous en parlerai à ce moment-là. Pour le moment, en 2022 quand même, j'ai lu Red Rising tome 2, c'est-à-dire Golden Sun, et j'ai apprécié énormément ma lecture. Ensuite, le deuxième livre dont j'ai envie de vous parler, c'est La Porte des Enfers de Laurent Godet. Si vous suivez mon Bookstagram, vous avez sans doute dû remarquer que j'ai une petite affection particulière pour Laurent Godet. Je lis beaucoup de ses romans, surtout en termes de fiction contemporaine en fait. C'est un de mes auteurs choux, je trouve qu'il écrit très bien. Et en général, il me donne la vibe que j'ai envie de recevoir de sa part. C'est-à-dire que quand je cherche des histoires qui ont l'air en fait vous savez, d'épopées ou en fait d'histoires de royaume ou une histoire en fait d'épopée de personnages, en fait, je vais toujours vers lui parce qu'il a cette plume-là, il a cette manière de raconter l'histoire, de faire le récit pour qu'on ait l'impression qu'on est dans une histoire, on est dans une histoire, je sais pas comment expliquer ça, mais on dirait en fait, c'est un peu, moi j'ai l'impression qu'il le fait un peu à la manière, vous savez, des conteurs africains, et du coup en fait ça me parle énormément. J'ai l'impression souvent quand je lis ces romans que limite c'est quelque chose qu'on me lirait, vous savez, autour d'un feu et tout ça un soir où on s'ennuierait. Donc honnêtement, en général Laurent Godet j'aime beaucoup, et dans La Porte des Enfers en fait, j'ai aussi aimé, hein, puisque je l'ai lu en 2022, je vous en parle là. En fait, l'histoire, elle est vraiment très particulière, très touchante et en même temps très, comment dire, complexe. En fait, on est à Naples, toute l'histoire va se dérouler à Naples. En fait, on est dans une histoire où un père et une mère vont perdre leur enfant tragiquement, c'est-à-dire que l'enfant va recevoir une balle perdue et il va décéder des suites de cette balle-là. Et en fait, le couple n'arrivera pas à aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver coincés. Vous savez, en général, quand les parents ils perdent un enfant, comment ils ont du mal, en fait, à conserver leur relation. La plupart, je pense qu'il y a des statistiques qui disent que la plupart, en fait, je pense que sur 5 couples, tu en auras au moins 3 qui vont se séparer suite à ça. Ben, les parents de ce petit qui est décédé, ils ont du mal, en fait, à rester ensemble. Et chacun fait ce qu'il peut pour faire avec son chagrin. Le père, lui, va se lancer en fait dans des virées nocturnes, c'est-à-dire qu'il ne sortira plus en journée mais juste le soir, et il essayera de rencontrer des personnes qui sont aussi écorchées que lui. La mère, elle va rentrer, vous savez, dans une phase où elle ne parle pas beaucoup, elle n'a pas beaucoup de réactions, elle est vraiment en mode limite, elle ne réalise toujours pas ce qui s'est passé et elle ne veut pas réaliser. Donc en fait, on a ces deux personnes-là qui sont en train de pleurer leur enfant. Et ce qui va se passer, c'est qu'un soir où le père il est dans ses virées nocturnes, en fait, il va croiser des personnes qui vont lui dire qu'il y a moyen, en fait, pour lui d'aller chercher son enfant dans les enfers. Et devinez ce qu'il va faire le père? Ben, il va essayer d'y aller quand même. Donc, l'histoire de La Porte des Enfers, justement, va parler de l'histoire du père qui essaie d'aller récupérer son enfant dans les enfers pour le ramener sur Terre, histoire qu'il revive à nouveau. Et honnêtement, la plume de Laurent Godet, les amis, elle est magnifique, oh mon dieu. En fait, c'est tellement bien écrit, c'est trop bien écrit en fait. C'est bien écrit, en plus, vous savez, cet amour inconditionnel entre un père et son enfant, ou entre une mère et son enfant, c'est hyper bien dépeint. En plus, la maman, elle est entrée dans une phase où elle était en mode vengeresse. Elle était en mode où elle lançait des malédictions à tout va, en fait. Et tu sais, Laurent, et vous savez, Laurent, il faisait ça d'une manière tellement, on dirait, c'est limite prophétique, en fait. Les phrases, vous savez, les tournures des phrases qu'elle faisait, c'était carrément une malédiction que la maman a jetée à tous ceux qui avaient enlevé, à tous ceux qui lui avaient arraché son fils. Et, en fait, c'est dispatché un peu partout dans le livre.
Du coup, c'est vraiment flippant ces moments-là. On a les moments où le père, ben, il essaie de tout faire pour aller en enfer, qui sont hyper flippants parce qu'à un moment donné, il y a des descriptions qui sont faites. Honnêtement, je l'ai lu un soir, j'ai flippé énormément les amis. J'ai grave flippé, j'ai grave flippé. Je le dis pas souvent, mais j'ai vraiment flippé. Du coup, j'ai continué ma lecture en journée. Et aussi, il y a plusieurs temporalités en fait qui sont dans. En fait, il y a plusieurs temporalités dans le livre. Et du coup, en fait, les actions se passent pas au même moment et ce n'est pas le même type d'action qui se passe en fait à chacune des temporalités. Ce qui rend l'histoire un peu, ce qui équilibre finalement l'histoire, puisqu'on a des moments de tension, des moments d'action, des moments aussi de réflexion et des moments de malédiction de la merde. Donc honnêtement, c'est hyper bien dosé. C'est une histoire qui parle d'amour, qui parle de sacrifice, qui parle de dualité en fait, puisque finalement Laurent Godet il ne va pas prendre un parti pris pour ce qu'est l'enfer. Finalement ce sera pour lui juste un endroit où vont les âmes. Il n'y aura pas une espèce de tu as péché toute ta vie, enfin voilà, il n'y a pas ce regard là qui est jeté sur les enfers, c'est juste là où vont ceux qui sont morts. Il a trouvé ça plutôt intéressant et aussi cette manière poétique en fait de décrire tout ce qui se passe, de décrire ce truc tragique. En fait, waouh, honnêtement il est fort Laurent Godet. Sincèrement moi j'ai kiffé ma lecture et du coup c'est un livre que bah, je vous recommande si vous aimez les livres, si vous aimez déjà la fiction contemporaine, voilà, tout le monde n'aime pas, moi j'adore. Si vous aimez la fiction contemporaine, si vous aimez la poésie dans les mots, le petit côté prophétique et puis une ambiance en fait où on raconte l'histoire au coin d'un feu. Si vous aimez ça et que vous avez envie de voir à quoi ressemblent les enfers selon Laurent Godet, ben, à la porte des enfers, c'est pour vous. Surtout, ne croyez pas que je suis fan de tout ce qui est gore et tout ce qui est horrifique. Non. Loin de là, je suis une chochotte. Mais quand même, je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup apprécié. Il s'agit du 7e jour de Yu Hua, en fait, qui est un roman avec une ambiance gore, fantasmagorique, où on parle de mort, où on parle de rituels, où on parle en fait de famille, de liens familiaux, d'amour, de tendresse. En fait, c'est un mélange plutôt intéressant. Yu Hua, un auteur que je trouve très étrange en général, et il crée des mondes qui sont vraiment très étranges en général. Donc voilà, je crois que c'est sa marque de fabrique. Hein. Et il a un petit côté gore qui rajoute en fait en général à ses histoires qui peuvent mettre mal à l'aise, je tiens à le préciser, comme ça vous êtes au moins au courant. Et du coup dans le 7e jour de Yu Hua, on va suivre en fait un monsieur qui vient de décéder. Il est un peu déboussolé au début de l'histoire parce qu'il comprend pas ce qui se passe et tout ça, mais il prendra quelques moments pour réaliser qu'il est mort et que éventuellement il faudrait qu'il fasse certains rituels afin d'accéder au repos éternel. Le truc c'est que en faisant tous ces rituels-là, petit à petit, en fait, il va faire le film de sa vie, il va nous parler un peu de tout ce qu'il a vécu, de l'enfance jusqu'à sa mort et tout ça. Et toutes les personnes qu'il a pu côtoyer, les liens qu'ils ont pu avoir. Et honnêtement, c'est juste émouvant as fuck, les gars. C'est hyper émouvant. Honnêtement, Yu Hua n'a pas une plume compliquée. C'est simple, hein, mais c'est très touchant. Je sais pas comment il arrive à faire, en fait. Parce qu'il va te glisser dans une même phrase. Tu vas y avoir des morceaux de personnes et tu auras le sentiment très touchant d'une action. Enfin, je sais pas comment il fait. Bref, je ne sais pas comment il fait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce que j'ai ressenti, c'est beaucoup de tendresse, beaucoup en fait de tristesse aussi, parce que finalement, toutes les personnes dont on va parler, toutes les personnes qui auront leur mot à dire seront des personnes qui sont mortes, qui n'ont peut-être pas eu le temps de faire tout ce qu'elles avaient envie de faire de leur vie, qui en fait ont envie de rencontrer des personnes qui leur sont chères. Et honnêtement, la relation entre le personnage principal qu'on va suivre et son papa, honnêtement, si vous aimez les histoires en fait de famille, si vous aimez en fait les dynamiques de famille, si vous aimez les histoires de liens de sang ou pas, si vous aimez les histoires d'amour en fait, je ne parle pas de l'amour romantique mais l'amour de manière générale, si vous aimez tout ça et que vous n'avez pas trop peur quand vous décrivez des scènes de rituels d'après-mort ou voilà, ou des morceaux de voilà, c'est un livre que je vous recommande.
Vraiment, il est pas mal, hein, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal parce qu'il m'a, j'ai vraiment versé quelques larmes en fait en lisant ce livre parce que je l'ai trouvé émouvant as fuck, sincèrement. Il est vraiment pas mal du tout. Donc vous voyez, il est pas mal. Après, il faut s'accrocher parce qu'il y a des descriptions qui peuvent vous faire un peu peur. Donc, à lire en journée si vous êtes chochotte comme moi. Ensuite, je vais vous parler de la parabole du semeur de Octavia E. Butler. En fait, c'est un de mes méga, ultra, super, supra, enfin tout ce que vous voulez, coup de cœur depuis le début de l'année. En fait, c'est un livre que j'ai lu dans le cadre de la lecture comme avec Spoil. C'est honnêtement, j'ai vraiment kiffé de ouf. On est dans un environnement, dans un monde post-apocalyptique. On suit une jeune fille qui est décidée à survivre en fait et qui va mener un groupe de personnes vers un coin de terre qui serait en fait safe, on va dire. Donc ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on est 90% du temps dans un mode survie parce que on est dans un monde de barbarie, donc les gens ils ont perdu la tête, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire plein de trucs qui sont contre la morale. Mais il faut dire quand même que dans ce monde-là, la misère règne de ouf en fait. Il y a plein de miséreux, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Et quand ils sont dans des situations pareilles, en fait, voilà, ils commencent, la barbarie n'est pas trop loin en général. Donc on va suivre cette fille et ce groupe de personnes qu'elle essaie de mener en même temps qu'elle écrit une Bible, qu'elle va appeler la parabole du semeur. En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que déjà, on a une jeune fille noire qui est leader du groupe, ce qui est vraiment pas mal. On a une jeune fille badass, on a une jeune fille intelligente qui réfléchit, qui, même si elle a des impulsions comme tous les jeunes de son âge, sait faire la part des choses. Donc, l'histoire est intéressante. C'est-à-dire que l'histoire avance bien, elle a du sens. Les réflexions sont bien amenées. Les personnages, ils sont réfléchis. C'est-à-dire qu'ils ont des réflexions de personnes de leur âge, voire plus. Tout ce qu'ils font ont du sens. Hein? Sincèrement, que veut le peuple? Que veut le peuple? Ce livre est trop bien fait, sincèrement. Il est trop bien fait. Honnêtement, après avoir lu ce livre de Octavia E. Butler, je ne savais même pas que cette femme noire-là faisait que de la SF. Honnêtement, il paraît qu'elle est très connue dans le milieu de la SF. Donc je me suis déjà jetée sur d'autres livres de Octavia E. Butler en me disant que sûrement elle doit aimer ce genre de personnage à mettre dans ses bouquins et elle écrit trop bien. Donc honnêtement, je vais me les enchaîner à la suite, hein, c'est sûr. D'ici la rentrée, vous allez me voir avec beaucoup de livres lus d'Octavia E. Butler. Parce que honnêtement, la parabole du semeur, j'ai vraiment énormément apprécié. Le double sens de la parabole du semeur. Vous savez, les moments de lueur, malgré en fait ce monde de ténèbres qui les entoure, H24. Ces moments de tension où ils fuient le danger, ces moments d'action où vous avez le rush, l'adrénaline qui fait qu'ils doivent rester tout le temps en mouvement pour ne pas se laisser prendre par des personnes mal intentionnées. Cette quête de l'Eldorado qui sera en fait pour eux, vous savez, l'Eldorado finalement. Et puis honnêtement, c'est tellement bien écrit que, waouh, ah, voilà, je dis pas plus. Hein. Après, il y a des scènes un peu violentes. Parce que barbarie, agression, viol... ouais. Donc si vous êtes sensible à ça, faites attention avec ce livre parce que voilà, voilà, c'est un monde de barbarie quoi. Donc les gens font des tortures en mode flex. Bref, n'importe quoi. Mais bon, voilà. Toutefois, malgré ça, c'est un très bon livre en fait parce que c'est très bien écrit. Elle écrit bien, Octavia E. Butler. L'histoire avance bien. L'histoire ne traîne pas en fait, on se sent emporté dans le monde, on suit les personnages qui sont intéressants, qui se développent d'une manière intéressante et leur développement est logique. Oh, sincèrement, c'est trop bien écrit. Voilà, je m'arrête là. Le 5e livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Sésame Chagrine de Eleonora Miano, qui est un livre que j'ai plutôt bien apprécié, malgré le personnage un peu con que j'avais envie de baffer H24. Mais bon... Hein, parfois en fait on apprécie l'histoire même si on n'apprécie pas le personnage principal. Quoique en général c'est quelque chose qui ne va pas avec moi. En général quand j'aime pas le perso principal, je vais bâcler l'histoire et puis je vais passer à autre chose. Mais là pour le coup en fait j'ai tenu l'histoire à cause de la plume de Eleonora Miano et à cause d'un autre personnage que je trouvais plutôt intéressant aussi.
Donc ces âmes chagrines en fait va nous parler d'une dynamique familiale en fait très très complexe. En fait on va avoir une maman qui a un peu abandonné ses enfants, c'est-à-dire qu'elle les a renvoyés à sa mère pour qu'il s'en occupe. Et t'as l'aîné qui aimerait avoir sa maman présente, c'est-à-dire qu'il aime malgré tout ce qu'elle a fait comme erreur et il aimerait qu'elle la regarde. Et après le personnage principal que nous on va suivre dans l'histoire, c'est plutôt le Benjamin qui est du coup en fait un peu aigri, c'est-à-dire qu'il est en mode vengeur parce que il n'a pas apprécié le fait que sa mère l'a abandonné. Et il va vouloir, il n'aura de cesse en fait de la traîner dans la boue, de la voir miséreuse et de, voilà, et de la voir malheureuse. Donc tout le long en fait, on va voir la mère qui subit les coups, qui subit la haine de son fils chéri parce que la maman, elle adore le Benjamin. Elle va subir tout, histoire d'expier ses péchés. Et derrière, elle ne fera pas attention à son aîné qui voudrait juste qu'elle lui manifeste un peu d'amour en fait. Et honnêtement, comment vous dire que c'est une histoire qui, elle est hyper touchante, mais en même temps, on sent le tragique, on sent en fait, on sent le drame venir parce qu'en fait, c'est une famille où ils ne se parlent pas énormément, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a des choses qui se gardent. Et en fait, quand ils empilent tous ces non-dits-là, finalement, ça peut conduire à des situations qui auraient pu être désamorcées ou évitées en fait. Et c'est le cas, c'est clairement le cas pour beaucoup de situations qui se passent dans cette histoire. Et honnêtement, ouais, je crois que j'ai beaucoup aimé ce livre. Pourquoi? À cause de la dynamique familiale, parce que j'aime bien les contemporains qui parlent de famille, d'histoire de famille. J'aime bien en fait les dynamiques entre père-fils, mère-fille, mère-fils, père-fille. Enfin, j'avais bien aimé à cause de la dynamique familiale et aussi du fait que je voulais voir en fait ce qu'elle allait devenir ce petit, enfin c'est pas ce petit, cet homme qui était en mode vendetta contre sa mère. Parce qu'en soi, pour détester autant une personne, il faut l'avoir aimé à un certain point. Et est-ce que ça voulait dire qu'à un moment donné, il y aurait ce pardon-là qui arriverait? En fait, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Et honnêtement, ce que j'ai aimé dans ce livre, je crois que c'est... Il y a beaucoup de choses à tirer en fait de ce livre. Il y a beaucoup de choses à tirer. Il y a beaucoup de résolutions que je me suis tirée en lisant ce livre, en me disant que clairement, il y a des choses qui ne méritent pas d'être gardées pour soi. Parce que voilà, ça crée des tensions pour rien. Et clairement, le monde dans lequel nous amène Leonora Miano, dans un pays... pays de fiction mais qui ressemblerait étrangement à un pays d'Afrique. Honnêtement j'ai adoré, j'ai bien aimé comment réfléchissait chacune des personnes parce que voilà, je voyais clairement des personnes africaines réfléchir comme ça, donc voilà. J'ai bien aimé en fait. Et Leonora Miano, en fait je l'aime bien pour ça parce que elle joue avec les mots, elle joue avec les analogies et en fait elle te fait vivre des situations que tu as déjà vécues, que tu as connues ou que tu sais qui se passe en Afrique en général. Donc honnêtement c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Et j'ai bien aimé. Donc voilà, je vais le rajouter dans cette liste de lectures que j'ai bien aimé quand même. En 2022, on va dire so far. Peut-être que j'en aimerais d'autres, je sais pas. Mais voilà, je l'ai bien aimé quand même ces âmes chagrines. J'espère que vous n'allez pas conclure que le point commun de ces éléments que j'ai aimé c'est le côté gore ou horrifique, hein, sérieux. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui adore ce genre-là en particulier. Mais bon, il faut juste dire que, vous savez, il y a un côté très extrême en fait dans ce genre de littérature qui fait que parfois en fait on est plus plongé dans l'histoire, on la vit un peu plus que les autres romans. Je sais pas comment expliquer mais bon, c'est la manière dont moi je le vois. Mais personnellement, je trouve quand même que les 5, il faut quand même un peu le tour de ce que j'aime en général. Et pas que le gore. Est-ce que j'aime le gore? Je sais pas. Bref, on va dire que ce sont des livres que j'ai aimés en 2022 hein, et qui sont pas mal et que je vous recommande selon que vous aimez ou pas les genres en question. Donc repassez sur chacun des extraits, vous voyez ce que j'ai dit comme trigger ou autre. Si vous n'aimez pas, n'allez pas déçu. Si vous aimez, foncez parce que ce sont de très bonnes lectures. Ben, du coup, vous avez lu quoi de bon en fait en 2022 vous? C'était quoi vos bonnes lectures de 2022 jusqu'à présent? N'hésitez pas à glisser tout ça en commentaire. J'ai hâte de pouvoir voir ça et peut-être me dégoter de nouveaux livres, on sait jamais. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo parce que j'en ai fini avec celle-ci. Et puis, ciao. Ouais. Allez, ciao.